Bonsoir Charles-Henri Philippi. Bonsoir Luc Évrard. Vous êtes un financier émérite. On a d'abord envie de vous demander quelle idée vous vous faites de la crise qui secoue le Japon, la troisième économie mondiale. Est-ce que le Japon, qui est déjà très endetté, va avoir les moyens de faire face? Est-ce que cette crise peut avoir un impact sur la reprise économique dans le monde? C'est un événement terrible. 2, c'est un événement qui arrive dans une conjoncture mondiale qui s'apprêtait à repartir sans avoir réglé ses grands défis. 3, c'est une crise dont on ne connaît pas le terme, puisqu'il y a le tsunami et il y a la dimension nucléaire qui, elle, n'est pas datée dans le temps aujourd'hui. Quant à la capacité financière du Japon à faire face, c'est un pays à la fois très endetté et très riche de son épargne domestique. Donc je pense qu'in fine, il parviendra à le faire. Depuis 2 jours, la Banque du Japon crée massivement de la monnaie. Donc on voit bien que les Japonais vont s'en sortir en faisant baisser le yen, par exemple. Est-ce que ça peut compliquer les choses pour nous en Europe? Je crois que d'une manière générale, nous sommes entrés dans une phase de la reprise où il faut craindre les dettes et il faut craindre l'inflation des ressources. Ceux qui s'en tireront seront ceux qui auront la capacité à croître pour absorber ces chocs inflationnistes que nous n'éviterons pas et auxquels nous faisons déjà face. Les problèmes que nous rencontrons, nous, c'est la combinaison de déficits très élevés qui nécessitent des politiques de rigueur et de risques inflationnistes venus de l'extérieur qui ne sont pas négligeables. Il me semble que la situation actuelle ne peut que renforcer ces risques et nous mettre dans une position d'avoir à supporter durablement des politiques de rigueur sans véritable croissance. Vous avez été au début de votre carrière, en tant que jeune inspecteur des finances, conseiller au cabinet de Jacques Delors, ministre de l'économie à l'époque. À bien des égards, Jacques Delors, c'est le père français de l'euro. Est-ce qu'il aurait oublié quelques fondations à l'édifice dont on voit bien qu'il est aujourd'hui quand même fragilisé? Je crois qu'il faut savoir apprécier l'économie sociale de marché qui a été et qui, j'espère, sera encore le modèle européen. Donc je crois que la construction européenne est une très belle construction, mais nous ne sommes pas allés au bout de cette construction. Il manque des choses. Et le risque, aujourd'hui, en est très grave. Pourquoi? Parce que les frontières de l'État-nation se sont affaissées. Il faut trouver un nouveau périmètre pour agir. Ce périmètre est européen. De grands progrès ont été faits, même récemment, pour avancer sur cette construction économique européenne, mais cette Europe n'est pas encore une vraie Europe démocratique dans laquelle nous mettons tous, nous Européens, le bulletin dans la même urne pour désigner des mêmes hommes politiques pour développer un projet commun. Et s'il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de démocratie et il y a un gap de compréhension de ce que l'Europe doit faire pour s'en tirer dans ce monde. Il n'y a pas non plus de politique économique commune. On se fait de la concurrence sur le plan fiscal, sur le plan social. Absolument. Et face à des marchés qui sont très puissants et que personne ne maîtrise tout à fait, il faut être des entités puissantes. Alors vous venez de prendre la présidence de Citigroup en France. Citigroup, c'était avant la crise la première banque du monde. Elle n'est plus aujourd'hui que la 3e banque américaine. Ça compte encore. Mais enfin, l'État américain l'a renflouée, mais elle a dû maigrir. Et elle vient seulement de renouer avec les bénéfices après 3 ans de perte. Est-ce que c'est toujours la même banque ou est-ce que c'en est une autre? Alors disons que c'est une banque qui revient sur ses fondations. C'est une banque qui va avoir bientôt 2 siècles d'existence et qui est née comme une grande banque internationale au service des clients. Cette banque a subi la crise, mais elle a gardé son immense réseau international, qui est une présence physique dans 100 pays, dans plus de 100 pays du monde, et une capacité d'agir dans environ 160 pays du monde. Cette très grande banque avait vu très grand. Elle était devenue une sorte de supermarché de la banque qui était prête à tout faire dans le domaine bancaire et financier. Le nouveau management de cette banque a fait un travail absolument considérable pour ramener Citigroup sur ses bases, réduire son bilan d'environ moitié et se retourner vers ses clients. Dans le domaine de l'entreprise, Citigroup est le banquier de 85% des 1000 premières entreprises du monde
qui feront, j'espère, qui continueront de faire la prospérité de ce monde. Est-ce que vous avez l'impression que Citigroup serait la banque qui aurait le mieux tiré les leçons de la crise sur le plan éthique, sur le plan du rôle d'une banque dans le fonctionnement de l'économie? Je pense que Citigroup a été conduite à le faire. Le gouvernement américain et donc le contribuable américain ont dû s'investir dans cette 45 banque. milliards de dollars. 45 milliards de dollars. Cette banque a dû réfléchir sérieusement à ce qu'elle devait faire. Et elle l'a fait sous le contrôle du gouvernement américain. Elle a développé des règles dites de finances responsables. Elle s'est efforcée de rendre l'argent à l'État américain et elle a procuré une plus-value significative aux contribuables américains lorsqu'elle a remboursé cet argent en rendant 12 milliards de dollars de plus qu'elle n'avait demandé. C'était un bon placement. En 2009, vous avez fait paraître un essai qui avait fait grand bruit, très critique sur les dérives du capitalisme financier, qui s'appelait « L'argent sans maître ». Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'argent a trouvé son maître ou pas du tout? Non, je dirais non. L'argent n'a pas trouvé son maître. Je crois que la prise de conscience est forte, mais nous sommes maintenant dans un monde où beaucoup de choses échappent au gouvernement au sens large. Comme je le disais tout à l'heure, les frontières de l'État-nation se sont affaissées. Il faut trouver de nouveaux échelons pour fixer des règles. C'est extrêmement difficile. Les gouvernements font un gros effort pour canaliser ces marchés. L'argent est un bien privé. La monnaie est un bien public. Et je crois que la théorie classique de la monnaie montre que la monnaie doit rester sous contrôle. Ce qui s'est passé sur les 20 ans qui nous séparent de la crise, c'est que la monnaie a été, par erreur, par faute, privatisée. Cette monnaie, pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt des épargnants, pour l'intérêt des investisseurs, doit être remise sous contrôle. Concrètement, ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que comme il n'y aura pas un gouvernement mondial, nous savons que les États-Unis sont capables, s'ils le veulent, de mettre la monnaie sous contrôle. La Chine a mis la monnaie sous contrôle, enfin n'a jamais abandonné le contrôle de quoi que ce soit. Il faut que l'Europe, qui est sur cette voie, soit le troisième grand bloc de contrôle monétaire de ce point de vue, de telle sorte que le dialogue à trois puisse s'instaurer véritablement et que nous puissions trouver un chemin à peu près maîtrisé de progrès pour le futur. Là aussi, ça veut dire que l'Europe doit progresser et avancer. Je crois que c'est une urgence. Merci beaucoup, Charles-Henri Philippi.